Alors, je prends 2-3 questions. Monsieur, vous êtes près du micro, c'est très bien. Bonsoir. On lit beaucoup de choses sur le fait que pour développer du deep learning, il faut avoir accès à un très grand nombre de données. Et qu'à partir de là, la France et notamment les États européens seraient distancés par les États-Unis et la Chine, puisqu'on n'a pas le même accès en termes de données de masse. Ma question, elle porte sur une technologie bien précise, qui est celle des réseaux antagonistes génératifs, qui est cette technologie qui permet en fait de générer de la donnée à partir desquelles les machines continuent de s'entraîner. Et donc j'aurais voulu savoir quelle était votre perception du potentiel de cette technologie et quelles pouvaient être ses applications futures pour le domaine de la défense. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. On va prendre d'abord les questions, ce qui vous donne la liberté de répondre. Donc les GAN d'abord. Les GAN, absolument. Allez, on continue, monsieur, je vous en prie. Le paradigme intelligence artificielle, comme vous l'avez bien signalé en toute humilité, a été un concept pour faire vendre quelque part l'idée qu'il n'y a pas la nature et de l'autre côté l'esprit humain qui est capable de construire. L'intelligence artificielle et la bêtise naturelle. Voilà. Donc, un des points que vous avez bien signalé, mais qui est caché, en fait, c'est ni plus ni moins l'aide à la décision. Je crois que c'est le cœur du réacteur. Comment faire que cette intelligence artificielle, avec des guillemets, puisse être utile à l'humanité, pour éviter de rétrograder et faire des dégâts. Vous l'avez dit dans le rapport Vallini, qu'il y avait 4 points forts. Entre autres, un point d'actualité, c'est l'environnement, les menaces climatiques, naturelles, cataclysmiques et autres. Si l'Europe et la France sont capables d'être moteurs dans l'aide à la décision sur comment prévenir les risques majeurs et quelles sont les décisions à prendre politiques, je pense qu'on sera porteur plutôt que d'être suiviste de certaines technos et de Google et autres qui laissent vendre la chose. Alors je prends une décision qui est très importante, une des menaces majeures, je suis désolé, c'est quand même le risque nucléaire militaire. C'est-à-dire qu'entre Wargames, les hackers, l'incident technologique et l'incident humain, allez à votre question. La question c'est, est-ce que vous pensez que l'aide à la décision qui serait sortie des études et des laboratoires pour dire que est-ce que l'humanité doit faire le même chemin de sortir de la menace majeure du nucléaire militaire, option 0, comme on l'a fait pour les armes chimiques et bactériologiques, on a été capable de le faire. Faut-il l'aide d'un calculateur pour dire à l'humanité, aux hommes politiques, de prendre cette décision majeure, sachant qu'il y a un traité sur la table d'interdiction. Merci beaucoup, et je reconnais bien la continuité de vos interrogations. Après l'interrogation plus technique, celle-là plus philosophique, on va dire, est également bienvenue. Alors, 2 autres questions, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Alors, monsieur là-haut, et je vous ai vu, donc vous aurez en dernier la parole. Bonsoir, merci. Supposons que je sois un drone armé. Je suis capable, avec de l'apprentissage, de reconnaître un dépôt de munitions, un village, dans le village une école, un barrage, un pont, un convoi blindé. Bon, tout ça, on a vu que c'était de la reconnaissance d'images. Je suis même capable, avec mon algorithme d'apprentissage, de reconnaître si ce sont plutôt des alliés ou des ennemis. Là, on est plutôt, c'est pas tellement voir sans être vu, parce que c'est la furtivité, ça dépend pas de l'intelligence artificielle. Peut-être plutôt. Alors, soyez pas un drone trop bavard. Hein. Non, j'y arrive à ma question, vous inquiétez pas. C'est plutôt agresser sans être agressé, je suppose. Alors, ça peut être de la surveillance, mais ça peut être aussi de la dissuasion. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais utiliser mes armements. Pas forcément avec une décision à distance, mais sur des scénarios qui auraient été appris. Voilà. Ça peut être de l'élimination ciblée ou de l'élimination globale. Ma question, c'est comment, puisque M. David Sadek, vous aviez parlé de valider, il faut absolument vérifier, comment est-ce que vous vérifiez que la décision est la bonne décision? Y a-t-il une bonne décision? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? Et finalement, pour résoudre quoi? Est-ce que ce n'est pas finalement la capacité à se déresponsabiliser de la décision à prendre que de dire que c'est plus
un individu qui a pris la décision, mais une IA. Merci. Merci. Alors, dernière question, monsieur. Oui, à vous entendre, on a l'impression que l'état de l'art est relativement stabilisé à travers le monde et que les choses évoluent paisiblement. Que va-t-il se passer avec l'arrivée des ordinateurs quantiques ou possibilités infiniment supérieures? Rupture. Très bien, ouais, bonne question. Alors, pendant que David, ça y est, vous y êtes parvenu, Jérôme, pendant que le câble est en train d'être monté, vous répondez comme vous le voulez, comme vous l'entendez, aux questions qui vous ont été posées. Sur les GAN, effectivement, c'est alors peut-être plusieurs choses. Sur les grandes masses de données, faut pas oublier, si on le remet dans un contexte des applications de défense, il y a les grandes masses de données. Honnêtement, hein, je pense aujourd'hui, sciemment, c'est pas parce qu'il est là, mais je pense que Thales est bien supérieur sur les radars de reconnaissance et sur les sonars de lutte sous-marine au GAFA et au BTX pour une raison simple, c'est qu'au moins, même s'il pourrait encore en avoir plus de données, mais au moins il a des données de ces capteurs-là, alors que les GAFA et les BTX n'en ont pas. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire il faut bien voir, il y a plusieurs catégories de données, d'accord, et il y a les données auxquelles ils ont accès, il y a d'autres données auxquelles ils n'ont pas accès. C'est beaucoup mieux pour Thales quand c'est les DGA qui le dit, moi je pense. Voilà. Ensuite, donc oui, c'est une catégorie importante parce qu'effectivement, on est bien convaincu. Il y avait d'autres travaux qui étaient autour de toute une catégorie de ce qu'on va appeler faire de l'apprentissage frugal, c'est-à-dire faire de l'apprentissage avec moins de données. Et d'ailleurs, vous voyez dans les différents challenges qui avaient été proposés à nos 350 chercheurs, il y en avait un qui était faire une nouvelle version d'AlphaGo, mais uniquement avec 50 000 parties jouées. Pourquoi 50 000 parties jouées? Parce qu'ils avaient estimé que les grands maîtres du jeu de Go, qui étaient dans la quarantaine, d'accord, ne pouvaient pas matériellement avoir joué plus de 50 000 parties. Que le jour où une machine serait capable de faire la même chose avec uniquement un apprentissage de 50 000 parties, c'est qu'on aurait rejoint quelque part l'apprentissage, enfin les capacités humaines. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est il y a sûrement deux choses. C'est premièrement, il y a tout un tas de données effectivement où de toute manière, il ne faut pas croire qu'on a un tel différentiel avec certaines sociétés, enfin les GAFA ou les BATX, parce qu'effectivement, on joue sur d'autres types de données. Et autre chose qui est, par contre, pour les données qui sont beaucoup plus répandues, il faut effectivement, nous, je dirais la France et l'Europe, la carte à jouer, c'est de se tourner vers des techniques qui soient des techniques, entre guillemets, plus frugales en données, parce qu'autrement, si on se base sur les techniques qui existent aujourd'hui, effectivement, ils ont un temps d'avance. Et donc, il faut essayer de basculer vers d'autres types de techniques. Juste pour compléter peut-être ce que dit Jérôme sur les GAN, sur ces fameux GAN, et sur ce sujet en fait des données, de la masse de données, etc. Le big data est souvent small, hein, donc il ne faut pas se leurrer. Il y a pas mal de situations où il n'y a pas tant que ça de données, et l'apprentissage frugal aujourd'hui est un vrai défi. Il peut être même tellement frugal qu'on parle même du one-shot learning, donc on apprend à partir d'un exemple, parce que il arrive, enfin, l'humain peut effectivement, en lui montrant un exemple de quelque chose, s'il lui montre un hippocampe, oui, tiens, et après il reconnaît les hippocampes. Il n'est pas obligé de voir des millions d'images d'hippocampes pour reconnaître des hippocampes. Donc là, il y a des vrais défis techniques et scientifiques sur ces sujets-là, qui rejoint celui de l'utilisation de données dites synthétiques. Donc on peut avoir aujourd'hui, pour construire, pour augmenter le volume des corpus de données qui permettent de faire de l'apprentissage, en général, on peut être amené à combiner trois types de données, des données réelles, qui sont effectivement réellement extraits de situations réelles, des données qui sont simulées, parce qu'on fait simuler, on a un simulateur dans un certain nombre de cas qui permet en fait de simuler des situations réelles,
et puis des données synthétiques qui ne sont pas des données simulées. Des données synthétiques, ça veut dire qu'on est capable de générer des données en faisant varier des paramètres selon un certain nombre de dimensions pour en gros saturer le plus possible l'espace des données et donc augmenter le volume de données. Et ça, c'est aussi un défi aujourd'hui. On y travaille beaucoup sur le fait de savoir combiner ces trois types de données et de franchir ce qu'on appelle le reality gap, donc le gap du réel, parce qu'encore faut-il que la manière dont on sature l'espace corresponde en fait à des situations qui sont quand même réelles. Et là, c'est l'autre défi. Donc oui, les GAN, oui, aujourd'hui c'est un axe de recherche et technologie qui est assez important, avec les considérants que je viens d'évoquer et que Jérôme aussi a évoqué sur les données synthétiques, leur combinaison avec les données réelles et les données simulées, sur l'apprentissage frugal, voire l'apprentissage avec le few shots ou one-shot learning qui fait appel justement à peut-être à une nouvelle manière aussi de penser l'apprentissage. Alors, qui répond à l'ordinateur quantique de vous deux? En réalité, quand le changement, c'est assez quoi? C'est à 10 ans, c'est à 15 ans? Non, il y a aujourd'hui, il y a des... Les Canadiens disent déjà qu'ils sont quasiment parvenus. Non, il y a des... Attendez. Non, il y a aujourd'hui, il y a pas mal de travaux sur le calcul quantique. Et ce dont on dispose aujourd'hui, c'est des émulateurs d'ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de simuler d'une certaine façon le comportement quantique, donc le spin, etc. Ce n'est pas des ordinateurs qui sont quantiques intrinsèquement, d'accord? Donc c'est la différence entre l'émulation et le réel. Quand est-ce qu'on y parvient? Écoutez, là, il y a pas mal d'émulateurs, il y a pas mal de sociétés, des grandes sociétés qui aujourd'hui commencent à proposer des grands calculateurs émulateurs du quantique. Et je pense que l'échéance vraiment vers du vrai ordinateur quantique, il y a aussi un grand programme européen qui est là-dessus, un flagship européen qui est sur le quantique. On commence à parler maintenant à une échéance d'une quinzaine d'années pour disposer d'un ordinateur quantique, du vrai ordinateur quantique de 10 à 15 ans. Oui, par contre, pour que tout le monde soit bien conscient, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est vous n'aurez pas un PC quantique. Non. D'accord? C'est-à-dire, le quantique, ça sera je veux dire que demain, on ait des data centers dans lesquels il y a un ordinateur quantique, ça, c'est quelque chose qui est envisagé. Mais par contre, nous qui sommes confrontés, donc peut-être aussi du coup dans des data centers de la défense, on en aura. Mais dès qu'on en revient au problème de l'embarquabilité, l'ordinateur quantique dans une frégate, dans un avion de combat ou dans un char, à très longue échéance, on ne sait pas, mais en tout cas à 15 ans, ce n'est pas du tout envisageable. Alors, qui répond à notre drone d'ICER et à la question sur le nucléaire? Question éthique. Ça reste inchangé. Oui, moi je ne vois pas sur votre drone armé, moi la réponse que je vous fais, c'est il n'y a pas, non, je ne vois pas la question. Vous avez bien vu que je vous ai expliqué le véhicule sans chauffeur. Le véhicule sans chauffeur, il est dans un environnement qui est beaucoup plus simple, d'accord, coopératif. Il est dans un environnement coopératif, structuré, et il fait une tâche unique qui est d'aller d'un point A vers un point B. Le drone armé, qui serait un drone autonome, ce n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps. Donc, si vous voulez, moi, je considère qu'aujourd'hui, avec les algorithmes qu'on a, vous m'avez dit, je reconnais, vous reconnaissez, je fais le fait sur un système critique, de dire que vous avez un réseau de neurones qui reconnaît automatiquement des bateaux, qui va faire des véhicules, qui va faire la différence entre les amis et les ennemis, je dirais, il faut encore être capable de le qualifier. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le qualifier. Donc, si vous voulez, le problème que vous soumettez là est un problème que je considère aujourd'hui qui, de toute manière, ne se verra pas dans les prochaines années. Voilà. Sur la dissuasion, c'est un exemple d'apprentissage frugal. Il y a heureusement eu Hiroshima. Et alors, pour le reste, je pense que l'accumulation de données, de calculs, d'algorithmes ne changera pas la pesée éthique qui reste profondément celle des hommes. À la fois sur l'intérêt du système de la dissuasion nucléaire comme un élément d'équilibrage des relations stratégiques. Au XXe siècle, ça a été le cas. Au XXIe siècle, est-ce
que ça restera le cas. Et puis après, sur toutes les autres problématiques, y compris la problématique humanitaire que vous avez évoquée. Parce que moi je suis un topin, donc je vous fais une réaction, ça va vous amuser. C'est quand j'étais en maths spé, j'avais un camarade qui avait tenté de résoudre le problème kantien de l'existence de Dieu en m'expliquant que si on regardait les 3 principes de la thermodynamique, on pouvait prouver effectivement l'existence de Dieu. Bon, il y avait quand même un problème dans le raisonnement parce que je dirais, si c'était possible, ça se saurait. Voilà. Je pense malheureusement qu'on est un peu de ce domaine-là, c'est-à-dire il y a des problèmes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une démonstration mathématique ou que des outils techniques résolvent ces problèmes à la place de problèmes qui sont éminemment des problèmes philosophiques et pas des problèmes techniques. David, on vous laisse. Vous êtes d'accord, le dernier mot de conclusion? Écoutez, puisqu'il faut conclure, quelques remarques en fait, plus qu'une conclusion, parce que je pense qu'on est plutôt à l'aube d'une nouvelle ère aujourd'hui. Il y a une deuxième séance la fois prochaine qui est aussi consacrée au... Ah bah d'accord, donc c'est raison de plus pour ne pas conclure, mais pour permettre ça. Mais je pense que pour terminer, pour juste un peu rebondir aussi sur la question de monsieur sur l'éthique, je crois qu'il faut juste distinguer 2 choses. C'est les capacités technologiques, les potentialités de l'intelligence artificielle et ce qu'on peut faire et l'encadrement de l'IA, etc. Et puis les principes qui, finalement, je veux dire, qui reviennent à l'humain. À un moment donné, il faut quand même arriver à se décider sur quel principe il faut s'entendre. Et c'est ça, c'est faire en sorte que l'on conçoive des technologies qui sont capables de recevoir, d'être aussi le réceptacle de certains principes. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire, mais oui, mais est-ce que l'IA va faire ceci ou cela? C'est-à-dire que l'IA, elle fera quelque part ce qu'on lui dira qu'elle fasse. C'est-à-dire que, vous voyez, on a beaucoup parlé du problème des biais des données. Il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi dans les algorithmes. Lorsqu'on écrit un algorithme, il y a beaucoup de sous-entendus. Je veux dire, de manière consciente ou inconsciente, quelqu'un, quand vous écrivez que A implique B et que B implique C, vous êtes en train d'écrire que A implique C. Même si vous ne l'écrivez pas, il est sous-entendu dans ce que vous avez écrit. Donc, je pense que cette question justement de validation, de construction de cette IA de confiance, à mon avis, recèle en fait un certain nombre de défis qui sont à la fois des défis technologiques, mais aussi des défis de nature philosophique, de nature éthique, qui nous font aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure, réfléchir sur notre propre éthique. Je pense que, je disais avant que si les ordinateurs étaient une espèce, jamais une espèce n'aura évolué aussi vite. Je veux dire, c'est vrai. Quand on regarde, je veux dire, le premier ordinateur 1940, où est-ce qu'on en est? Enfin, l'ENIAC qui faisait plusieurs étages, plusieurs kilomètres de câbles, de machins, et il est arrivé à faire quelques multiplications. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je veux dire, en 80 ans d'existence. Donc c'est quand même une espèce qui a évolué très très vite, si les ordinateurs étaient une espèce. Maintenant, on vit aujourd'hui un certain nombre de paradoxes qu'il faudrait arriver à résoudre, à appréhender. Le fait de vouloir construire des systèmes qui sont de plus en plus intelligents, mais qu'on veut quand même garder sous contrôle, etc., et quelque part, malgré tout, il y a une sorte de paradoxe philosophique. Donc il faut arriver à le gérer. Je veux dire, on veut mettre de plus en plus d'intelligence, mais en même temps, on veut que les choses restent sous contrôle, qu'on leur fasse faire ce qu'on a envie qu'elles fassent, et qu'elles soient pour le bien collectif. Pour terminer sur un point qui rejoint un peu ce qu'on était en train de dire aussi sur les aspects défense, et ça c'est sur les questions de souveraineté, etc., sur les systèmes de défense, on est évidemment sur des systèmes critiques et on est souvent sur des systèmes qu'il faut faire évoluer progressivement, pas à pas. C'est touche par touche. Maintenant, il faut toujours qu'on fasse attention aussi à ce que, pendant qu'on fait améliorer, on fait évoluer la bougie, qu'il n'y ait pas des gens qui fassent rentrer l'électricité. Voilà, ce sera mon dernier mot là-dessus. Belle formule, votre dernier mot, Jérôme? Je rejoins tout à fait sur et je pense que c'est un différenciant. David en a parlé, la différence entre le B2B et le B2C, et je pense effectivement c'est
Vous avez vu un certain nombre d'applications qui viennent par des grands acteurs du numérique, mais qui finalement étaient dans le B2C et sur lequel ce ne sont pas des gens qui sont habitués à travailler sur des systèmes critiques où on a ces notions, où on veut maîtriser le comportement. Voilà. Et donc effectivement, à partir du moment où on veut aller dans des domaines de systèmes critiques comme la défense, comme la sécurité des centrales nucléaires, comme la sécurité des banques, l'aviation civile, etc., on est obligé effectivement de faire attention, je dirais, aux conditions pour être sûr qu'on va maîtriser le comportement des algorithmes et des données qui éventuellement ont servi à l'apprentissage. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci vraiment.